C'est bon, donc merci de me donner la parole. Donc en effet, je suis infectiologue à la Croix-Saint-Simon à Paris et en fait surtout actuellement au HUG en médecine interne et en maladies infectieuses. Et je fais surtout partie du groupe de bon usage de la SPILF, la Société française de pathologie infectieuse, qui m'a amené à proposer ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir les durées d'antibiothérapie pour les infections de ville, proposées par le groupe de recommandation de la SPILF et du groupe des infectiologues pédiatres. Donc quelques mots rapides sur les infections bactéries multirésistantes. On montre un lien entre l'augmentation de l'incidence et la prévalence des infections à BMR et l'exposition excessive aux antibiotiques, avec une progression des résistances bactériennes et surtout, le gros problème, c'est une réduction des possibilités thérapeutiques disponibles. Donc cela engendre environ 700 000 décès par an dans le monde et en France, on estime qu'il y a 125 000 patients par an qui ont une infection à BMR avec plus de 5 000 décès par an. Alors, à partir de là, le ministère de la Santé a souhaité agir. Ça fait déjà longtemps qu'il agit, et notamment en 2016 par une première feuille de route pour la maîtrise de l'antibiorésistance, qui a été complétée en 2020 par une instruction relative à la mise en œuvre de la prévention de l'antibiorésistance, avec une sollicitation particulière des agences régionales de santé. Ceci en proposant des actions de formation, communication, mise à disposition d'outils pour la bonne prescription antibiotique et bien sûr des indicateurs pour évaluer cette consommation antibiotique, prescription antibiotique et bien sûr des données d'antibiorésistance. Tout ça dans un objectif de One Health, santé globale, donc prise en charge de la santé humaine, de la santé animale, et tout ça dans un environnement qui sollicite beaucoup d'intervenants. Donc l'idée était de faire participer tous les acteurs de santé au niveau des CPTS, de solliciter les CEPIAS déjà mis en place, les cultures agricoles, les vétérinaires, les agences du médicament, en tout cas essayer de faire travailler ensemble la plupart de tous les professionnels qui peuvent avoir une action, en tout cas au niveau de la juste prescription des antibiotiques. Et j'insiste notamment sur l'instruction en 2020, et là c'est complètement d'actualité, sur la mise en place des CRATB. Et en Ile-de-France, on est en plein dedans. On a choisi normalement le coordinateur du Centre régional d'antibiothérapie d'Ile-de-France. C'est un peu long, ça fait déjà, j'étais dans le comité de pilotage, ça fait déjà 2 ans qu'on y travaille, pour essayer justement de coordonner toutes ces actions au niveau pour la lutte de l'antibiorésistance, au niveau hospitalier, mais surtout au niveau de la médecine de ville, et faire en sorte que les gens arrivent à travailler ensemble pour se former et mieux prescrire les antibiotiques. Alors, dans ces instructions, ces dernières directives et de 2020 notamment, il y a une partie, donc par rapport au bon usage des antibiotiques, il y a une partie qui insiste sur la durée de l'antibiothérapie, avec un objectif, limiter la durée de prescription à 7 jours maximum pour les infections courantes, et inciter les prescripteurs à respecter les durées de traitement préconisées dans les recommandations, notamment celle de la HAS et les fiches mémo de l'assurance maladie. Alors, vous êtes probablement déjà au courant de l'existence de ces fiches mémo, et je dirais que plus que de parler de la durée de l'antibiothérapie pour telle infection, je dirais mon objectif aujourd'hui, c'est de m'assurer justement que tout le monde est au courant de ces recommandations, de ces fiches qui peuvent aider à la juste prescription. Dans un cabinet de ville, on est souvent seul, et tous ces outils disponibles en ligne sont très utiles, je pense, pour une juste prescription des antibiotiques. Un petit mot quand même pour le point 10 de la dernière instruction, c'est de limiter la liste des antibiotiques testés transmises aux prescripteurs dans les ECBU afin de limiter la prescription d'antibiotiques dits critiques. J'ai quand même rajouté ça, même si ce n'est pas un problème de durée, parce qu'il se trouve que je fais partie du groupe de travail qui est en train d'établir les recommandations HAS pour les antibiogrammes ciblés dans les ECBU. Il est question de mettre en place des antibiogrammes ciblés, c'est-à-dire de ne rendre que 5 antibiotiques, voire moins,
maximum pour un ECBU à l'hôpital et en ville, dans toute la France, pour essayer justement d'éviter de prescrire, alors qu'on a d'autres choix thérapeutiques, des antibiotiques dits critiques, mais surtout à large spectre. Et le premier exemple, c'est les fluoroquinolones, si on peut prescrire de l'amoxicilline dans une pyélonéphrite, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Enfin, il y a bien sûr une volonté de suivre l'évolution du taux de prescription d'antibiotiques, dit critique, et c'est associé à la rémunération sur objectifs de santé publique. Donc peut-être que certains sont concernés par la ROSP, ROSP, et bien sûr, secondairement, d'intervenir auprès des prescripteurs afin de réduire les prescriptions injustifiées. L'idée n'est pas de faire la police, mais encore une fois, de mieux informer, former, pour mieux prescrire et limiter l'expansion de l'antibiorésistance. Alors quand même, parlons bien sûr des données. Quand vous voyez, donc là, de 2007 à 2017, certes, il y a une augmentation de la consommation d'antibiotiques en ville, mais soyons optimistes. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même très important de dire, parce qu'on on ne cesse de parler, bien sûr, de l'expansion de ces BMR, de la consommation des antibiotiques. N'empêche que, en France, en ville, on a des données qui montrent qu'il y a une baisse de la prescription antibiotique, quand vous voyez, chez tous les adultes, et puis après adultes, enfants, selon l'âge. Il y a une diminution des prescriptions entre 2016 et 2017, là c'est juste un an, on a des données sur plusieurs années, et on voit qu'entre 2010 et 2019, il y a une baisse des prescriptions antibiotiques. Alors en 2020, ça a encore plus chuté, mais c'était lié au Covid. Et là, vous voyez sur la colonne de gauche, en ville, on voit une nette diminution de la prescription des céphalosporines, des fluoroquinolones, qui sont des antibiotiques très générateurs de résistance, avec une augmentation des pénicillines, mais à juste titre, c'est tout à fait compréhensible. À partir du moment où on prescrit moins des céphalosporines, notamment orales, on va peut-être plus prescrire de l'amoxicilline ou du coamoxicilline, et c'est quand même un des objectifs. Donc c'est très positif, et donc il faut continuer comme ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça aura une incidence, dans combien de temps ça aura une incidence sur nos chiffres de BMR, mais on va vers une meilleure prescription antibiotique. Je passe. Donc, je reviens à la durée. Donc, si on veut travailler sur l'exposition des antibiotiques, l'exposition aux antibiotiques, donc une stratégie a été mise en place pour recommander des durées de traitement précises et non à intervalles étendus. Pendant très longtemps, on voyait traiter de 4 à 8 jours, de 7 à 10 jours dans les infections urinaires, dans toutes sortes d'infections bactériennes. Et enfin, il a été décidé de proposer des durées de traitement précises, permettant aussi d'homogénéiser les prescriptions sur le territoire national. Pour ça, il y a des recommandations qui ont été publiées en 2021 par la SPILF, donc la Société française de maladies infectieuses, et le groupe d'infectiologues pédiatres, pour des durées optimisées de traitement antibiotique. Alors, quelle était la méthode de travail? Ils sont partis déjà d'une base qui existait, qui avait été publiée en 2017, et ils ont refait toute une revue de la littérature, soit depuis 2015 sur ce qui avait déjà été publié en 2017, soit ils ont refait toute la revue si les thèmes n'avaient pas été abordés en 2017. Et il y a eu une synthèse et après une décision de quelles recommandations de traitement allaient être proposées. Donc l'idée, c'est une seule durée de traitement, encore une fois, pas de fourchette, sur des infections courantes et les plus fréquentes, et ça c'est très important quand même, des durées recommandées qui ne concernent que des patients avec une évolution favorable. Bien sûr, on sort des terrains très à risque, ou de faire des infections sévères, ou des évolutions qui sont défavorables et qui nécessiteraient soit une modification de traitement, soit une prolongation du traitement antibiotique. Alors là, c'est un peu un listing, donc je vais essayer, je vais peut-être pas tout lire les diapos, mais c'était pour vous donner des idées sur quelles infections quels traitements étaient proposés dans ces recommandations. Je commence par la pneumonie aiguë communautaire, qui, si justement elle n'est pas sévère, et quand même peut être très souvent pris en charge en ville. Il avait été recommandé donc dans la publication de 2021 en cas d'amélioration clinique au moment de la réévaluation à J3. Retour à la pyrexie,
amélioration des signes vitaux, bien sûr, vu que c'est quelqu'un qui est en ville, il ne sera pas oxygénodépendant, de ne traiter que 5 jours. Alors en fait, il y a eu au moment des recommandations une publication, un gros travail qui a été mené par le professeur Dean, qui a comparé 3 jours versus 8 jours d'antibiothérapie dans la pneumonie aiguë communautaire. Alors bien sûr, c'était des patients qui étaient non immunodéprimés, sans suspicion de germes intracellulaires en faveur d'une pneumonie atypique, hors contexte de pneumonie d'inhalation ou d'épanchement pleural et en dehors des bronchopathies chroniques qui pouvaient être à l'origine de colonisation de germes plus résistants. Donc si on est hors ces patients un peu plus à risque, il a comparé au bout de 3 jours de traitement initial, soit IV mais aussi Péros, donc qui peuvent être donnés en ville. Ensuite, les patients ont eu 5 jours, soit de augmentin, soit de placebo. Et donc, il n'y a pas eu de différence au niveau des 2 traitements, c'est-à-dire que 3 jours faisaient aussi bien que 8 jours. Donc maintenant, il est recommandé, cette durée de traitement pour des patients non à risque qui évoluent bien, de s'arrêter au bout de 3 jours d'antibiothérapie. En revanche, si pas d'amélioration, de traiter jusqu'à 7 jours. Et ça, encore une fois, c'est en dehors des pneumonies atypiques et notamment la légionellose. C'est toujours recommandé de traiter 14 jours et le traitement qui est recommandé, c'est la lévofloxacine en l'absence de contre-indication. Et on peut raccourcir le traitement par l'azithromycine. Alors les autres infections respiratoires qui sont quand même fréquentes et notamment les exacerbations de BPCO, si elles nécessitent une antibiothérapie, ce qui n'est pas toujours le cas, de ne traiter que 5 jours. La coqueluche, comme vous voyez, selon le macrolide utilisé, il y a différentes durées de traitement qui sont proposées. Bien sûr, la bronchite aiguë, ne pas donner d'antibiothérapie. L'angine à streptocoque, ça ne change pas. 6 jours d'amoxicilline qui peuvent être raccourcis en cas d'utilisation de macrolide, mais si allergie, le traitement de référence reste l'amoxicilline et il n'est pas question de donner, en tout cas, il n'a aucun intérêt à aller donner un macrolide chez quelqu'un qui n'est pas allergique. C'est l'amoxicilline qui est le traitement de référence. L'otite moyenne aiguë de 5 jours, sauf chez les enfants de moins de 2 ans où ça sera 10 jours qui seront proposés, ou s'il y a une otorrhée ou des otites récidivantes. La sinusite, alors bien sûr ça dépend de si c'est une sinusite frontale, si c'est une sinusite maxillaire, c'est 7 jours d'antibiothérapie et ce qui est prolongé pour les enfants au-delà de 10 jours. Pour 10 jours, pardon. Les cystites, alors ça c'est faut, je pense, toujours se mettre à jour des recommandations de traitement des infections urinaires qui évoluent assez régulièrement, puisque ça dépend bien sûr de l'épidémiologie bactérienne retrouvée au niveau des ECBU en ville qui sont très surveillés, avec le traitement de référence qui est toujours la phosphomycine, mais aussi le pivméthylinam avec durée 3 jours et la nitrofurantoïne de 3 jours. Alors c'est sûr que c'est simple, la phosphomycine c'est très simple, donner à jeun pour que ce soit mieux absorbé. Une cystite aiguë sur sonde urinaire 3 jours et pas plus, alors qu'on peut se dire que ça va être une infection compliquée, on va traiter plus longtemps, mais non, ce n'est pas recommandé. Les cystites aiguës à risque de complications, on va proposer soit le triméthoprime seul, soit associé au sulfaméthoxazole de 5 jours. Encore une fois, si ce sont des cystites notamment qui récidivent, il ne faut pas hésiter à faire un ECBU, même c'est recommandé, mais c'est pas toujours fait. On voit quand même beaucoup de femmes qui ont des traitements en répétition pour des cystites, alors que finalement, le CBU a toujours été stérile et ça peut être plus un problème gynécologique, un problème de toilette intime. Il ne faut pas hésiter à envoyer la femme chez un gynécologue pour faire le point à partir du moment où on a des cultures d'urine négatives. La cystite de la petite fille avec une durée recommandée de 5 jours. Les pyélonéphrite, donc ça fait déjà un certain temps que les dernières recommandations des infections urinaires n'ont pas changé cette durée, qui est de 10 jours pour les pyélonéphrite aiguës non compliquées, qui peuvent être amenées à 7 jours en cas de traitement par fluoroquinolone ou bêta-lactamine injectable. Alors, je suis toujours très embêtée de voir ces 7 jours parce qu'on se dit « Ah, c'est 7 jours plutôt que 10 jours, donc on va plutôt donner des fluoroquinolones ». Mais encore une fois, si on a un E. coli sensible à l'amoxicilline, préféré, même si on a débuté des fluoroquinolones en probabiliste en attendant d'avoir l'antibiogramme, préféré l'amoxicilline pour réduire le spectre antibiotique et limiter le risque de sélection de bactéries multirésistantes.
La pyélonéphrite aiguë à risque de complications associées aux soins de 10 jours. Et finalement, ça sera sur des pyélonéphrites compliquées, et notamment selon l'évolution des symptômes, qu'on va, dans certains cas, prolonger à 14 jours, voire 3 semaines quand il y a une collection intrarénale. La prostatite aiguë, 14 jours. Hein, vous savez que, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une étude ProstaShort qui a essayé de comparer 7 jours versus 14 jours pour les infections urinaires sensibles, pour des germes sensibles au fluoroquinolone. Donc 7 jours versus 14 jours de fluoroquinolone, malheureusement. Donc c'est pas encore publié, mais ça n'a pas montré. Le 7 jours ne faisait pas aussi bien que les 14 jours. Donc pour l'instant, les recommandations vont rester sur cette durée de 14 jours. Et enfin, chez les enfants, la durée recommandée sera de 10 jours. En fait, je vais arrêter de faire le listing parce que je pense que maintenant vous avez bien compris que tous les types d'infections qui étaient décrites avec des durées précises selon le type d'infection, selon le type d'antibiotique qui était prescrit. Hein. Sachez que souvent, en effet, on peut raccourcir les durées de traitement avec les macrolides quand ceux-là sont efficaces. Donc je vais passer un petit mot sur les infections cutanées, notamment pour les infections qui ne nécessitent pas d'antibiothérapie, comme le furoncle simple ou l'impétigo simple. Un mot sur la dermohypodermite bactérienne non nécrosante, hein, qui nécessite une durée de 7 jours. Hein. Avant, on traitait beaucoup plus longtemps, enfin jusqu'à 14 jours. Et vraiment, la durée avec les différentes études dans la littérature ont montré que 7 jours faisait aussi bien. Bien sûr, il faut s'assurer de la bonne évolution de la dermohypodermite et que l'érythème qui peut persister au-delà de 7 jours n'est pas du tout un signe de mauvaise évolution. Les infections digestives, donc ça c'est quand même fréquent, notamment les diarrhées aiguës du voyageur, où il ne faut pas hésiter à traiter très court. Hein. Vous voyez, diarrhée aiguë du voyageur, c'est dose unique, voire 3 jours. Il n'y a pas besoin de plus. Les antibiotiques marchent très bien. Ne pas hésiter à faire une coproculture. Si on a un doute diagnostique, et notamment, c'est toujours bien d'avoir un antibiogramme sur les bactéries qu'on peut retrouver. La diverticulite, puisque en ville on peut être amené à en traiter. 7 jours d'antibiothérapie, c'est pas beaucoup, alors qu'avant on pouvait traiter jusqu'à 3 semaines. En pédiatrie, quand même, alors je ne sais pas si vous êtes amené à en prescrire souvent, surtout c'est toujours compliqué parce que quand les patients consultent, et notamment les enfants, on a envie de les traiter tout de suite, et donc c'est souvent du probabiliste. Donc je trouve que cette recommandation, elle n'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas toujours le germe. Mais vous voyez un Shigella, Campylobacter, azithromycine, qui marche aussi sur les salmonelles. Voilà. Et en tout cas, le Clostridium difficile, qui doit quand même être aussi fréquent chez des patients qui ont eu des antibiotiques à l'hôpital, toujours traité 10 jours. Donc, passer ce listing, le plus important, en tout cas, c'est d'avoir le réflexe. Hein, et moi, en tant qu'infectiologue, c'est vrai que j'ai tendance à toujours aller revoir les recommandations, et je dirais que c'est quelque chose qui, je pense, est en train de changer en France, mais ça m'a marqué maintenant que je suis en Suisse, c'est que les internes, même les médecins confirmés ont toujours ce réflexe d'aller voir le guide d'antibiothérapie. Alors, regarde, ils ne se posent même pas de questions de comment traiter. Alors quelquefois, on pourrait dire, bah si, réfléchissez un peu, parce que ça vaut le coup de comprendre pourquoi on fait ça. Mais non, eux, ils vont voir le guide d'antibiothérapie, ils appliquent. Et en fait, je trouve que c'est plus compliqué en France, en tout cas à l'hôpital, avec les internes qu'on forme, où on n'a pas le réflexe, on n'a pas été formé pour ça, d'aller voir les guides d'antibiothérapie. Et je pense qu'il faut de plus en plus l'avoir. Notamment, il faut profiter de tous ces outils en ligne. Donc là, vous allez sur le site de la SPILF, sur Google, vous allez documents recommandations, vous avez toutes les recommandations à jour. Alors, il n'y en a pas toujours, elles ne sont pas toutes récentes, hein, mais à jour sur les différentes infections qu'on peut traiter par antibiotiques. Par exemple, sur les macrolides, là vous voyez en 2022, mais vous pouvez aller dans le bon usage des anti-infectieux, durée des traitements. Donc vous avez la publication de 2021 des groupes de travail de la SPILF et du GPIP. Vous avez
le diaporama qui expose différentes durées, pardon. Et puis vous avez les fiches mémo. Alors à la fois vous avez un résumé de toutes les durées qui tient sur une page qui a été fait par la SPILF, mais surtout les fiches mémo de la HAS qui par infection vous redonnent aussi les durées de traitement. Je vais voir si j'arrive à vous repartager mon écran après. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller voir ces recos régulièrement dès que vous avez une infection. Et surtout imprimer ces fiches mémo ou les avoir sur ou les avoir à disposition et ne pas hésiter à les lire. Donc en conclusion, j'aborde des termes qui sont, je pense, évidents pour vous tous, mais je pense qu'on est tous responsables de cette consommation d'antibiotiques et de nos prescriptions et on voit justement que le fait d'être sensibilisé par rapport à ça, ça marche. On diminue nos prescriptions antibiotiques et voilà, nos patients ne se portent pas plus mal. Par contre, les BMR, ils ont tendance quand même à augmenter, donc ça vaut le coup de continuer comme ça. Donc, respectons les durées recommandées, bien sûr en cas d'évolution favorable. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de réévaluer, parce que c'est simple de dire que c'est favorable. Et je dis toujours dans mes cours d'antibiothérapie aux internes à l'hôpital, finalement le plus difficile, en tout cas moi je trouve, pour la prescription antibiotique, c'est de les prescrire en médecine de ville. Parce qu'à l'hôpital, en réanimation, c'est facile, le patient, il est là, il est monitoré, on sait à tout moment quand il va pas bien, donc on peut réévaluer à tout moment nos prescriptions et notamment d'antibiotiques. En hospitalisation classique, on voit, voilà, on n'est pas là la nuit, mais il y a quand même un médecin disponible. Et déjà, il est là, si jamais ça va pas, l'infirmière, elle peut nous appeler et nous dire, attention, il faut peut-être changer le traitement. Alors qu'en médecine de ville, le patient, il vient en cabinet et puis il rentre chez lui. Et on ne sait pas s'il va acheter son traitement, s'il va faire les prélèvements qu'on lui a fait, s'il va appeler, s'il va pas, quand il va pas bien. Et donc, je trouve que c'est très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre les recommandations, parce qu'on a une responsabilité par rapport à ça, mais surtout se donner les moyens de réévaluer. Je pense que vous faites de plus en plus de téléconsultations, et je dirais que pour la réévaluation AJ3, elle est très importante, qui nous permet soit d'arrêter une antibiothérapie si le diagnostic est non confirmé, et ça il faut le faire, il faut oser le faire, mais il ne faut pas se poser de questions. Si on n'a pas d'argument pour dire qu'il y a un site infecté, qu'on n'a pas de bactéries, isolé et absence de symptômes où on n'a pas de terrain à risque, comme quelqu'un qui a un agranulocyte, en neutropénie fébrile ou qui fait un choc, mais là il serait à l'hôpital, eh bien on peut se permettre d'arrêter les antibiotiques. Il faut le faire. Ou sinon, ça nous permet de confirmer notre diagnostic si à J1 on n'en était pas certain et de terminer l'antibiothérapie avec un spectre le plus étroit et la durée la plus courte. Et enfin, bien sûr, d'adapter l'antibiothérapie selon les résultats microbiologiques et l'évolution clinique. Merci de votre attention. Je voudrais juste partager mon écran sur les fiches mémo. Voilà, donc c'est des petites fiches avec selon les infections. Vous voyez, par exemple, les sinusites, amoxicilline 7 jours. Si c'est maxillaire unilatéral, on va mettre 2 l'augmentin. Les infections ORL de l'enfant. Donc ça permet d'aller vite. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a Antibioclic, je pense qu'en Ile-de-France, il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent, ou d'autres guides thérapeutiques. Mais voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir les recommandations de la SPIL et surtout les argumentaires, quelquefois aussi, ça nous permet de comprendre pourquoi tel choix d'antibiothérapie ou de durée d'antibiothérapie a été fait. Je m'arrête là. Merci beaucoup Vanina. Merci aux nombreux participants connectés. Vous étiez jusqu'à 75 ou 76. Est-ce que, même si on a un tout petit peu dépassé sur le temps, certaines ou certains souhaitent poser une petite question? N'hésitez pas à activer vos micros, lever la main, prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Xavier de Goucron. Oui, c'est Xavier. Au début, vous avez dit qu'il y avait une diminution de la prescription, mais une augmentation de la consommation. Vous pouvez m'expliquer? Oui, moi aussi, c'était pas clair. En fait, c'est parce que les données... Excusez-moi, il y a ma caméra qui... C'est pas grave. Les données de prescription sont faites pour certaines prescriptions antibiotiques. Et la raison
qui est donné pour ces différences, parce qu'il y a une augmentation de la consommation mais une baisse des prescriptions, c'est que la consommation d'antibiotiques, elle est calculée, enfin, elle est globale sur tous les antibiotiques qui sont fournis par les laboratoires qui fabriquent des antibiotiques. Alors que la prescription, elle est surveillée sur certaines infections. Et ils disent notamment chez les infections, chez les enfants par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'infections d'adultes qui arrivent chez les adultes, traitées chez les adultes, qui ne sont pas comptées. Et ils disent que c'est la plus grosse partie. Alors, on pourrait se dire que ce serait bien qu'ils surveillent aussi celle-là, mais en tout cas, ça explique la différence entre la baisse des prescriptions d'un côté et l'augmentation de la consommation qui est globale d'antibiothérapie sur le territoire national.